Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300, vous connaissez, vous savez. Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi et demi, vous pouvez intervenir, réagir sur l'actualité que nous allons développer. Dans un instant, nous allons partir à Rennes. Pourquoi Rennes? Une mère de famille mise en examen. Son fils, ado de 14 ans, vivait reclus avec elle. Pas de collège, sa mère est accusée de privation de soins ou d'aliments. Les médecins ont lancé l'alerte. Avec nous, l'avocat de la mère de l'ado et Martine Brousse, présidente de la Voix de l'enfant qui va se constituer partie civile. À Lyon, les propriétaires de véhicules plus encombrants et plus lourds paieront plus cher leur stationnement résidentiel. Il y aura 3 tarifs en fonction du poids du véhicule. Le responsable mobilité de la ville de Lyon sera avec nous à 10h45. 11h midi, vous le savez, notre débat, comme tous les jours, débat sur la semaine de 4 jours. Préféreriez-vous travailler 4 jours? Est-ce possible dans votre entreprise? Êtes-vous prêt à travailler autant d'heures en 4 jours qu'en 5? Est-il possible de passer à 32 heures en 4 jours? Réduire le temps de travail, est-ce vouloir s'en débarrasser? 0826 300 300, vous ouvrez le débat, vous êtes avec nous, vous intervenez. 12h05, témoignage d'un hacker professionnel. Il s'appelle Florence Curté, il découvre à 5 ans son premier ordinateur. À 7 ans, il craque des mots de passe. À 12 ans, il pirate des cartes téléphoniques. À 16 ans, il détourne des centaines de milliers d'euros. À 18 ans, il est à la tête d'un réseau international de cybercriminalité. Il est arrêté, emprisonné. Aujourd'hui, il dirige une entreprise de cyberdéfense et publie au Cherche Midi « Hack-moi si tu peux ». Il sera avec nous tout à l'heure entre midi et midi et demi et ce sera passionnant, je vous le dis. Il est 10h32. Merci d'être avec nous. Dans quel monde on vit, Félix Mathieu? Aux États-Unis, le Texas vient de voter l'interdiction des transitions de genre pour les mineurs. Interdiction des traitements chirurgicaux et hormonaux, c'est ça? Oui. Pour les mineurs âgés de moins de 18 ans, cette loi 14 n'attend plus que la promulgation du gouverneur du Texas, le très conservateur Greg Abbott. Seule exception, les mineurs qui suivent déjà un traitement pourront le continuer, mais ils devront progressivement, je cite, se sevrer de leur traitement selon le texte. Déjà l'année dernière, ce même gouverneur avait envoyé les services sociaux enquêter sur les parents d'enfants en transition de genre, les assimilant à des parents maltraitants. C'est par exemple le cas de Marie qui a déménagé dans le Minnesota, l'un de ces États qui se veulent désormais un sanctuaire pour les familles de mineurs trans. Auprès de l'agence France Presse, elle se dit trahie par son état d'origine, le Texas. Son fils, Jasper, 16 ans, arbore sur un t-shirt le nom barré de son ancienne ville qu'il a fui, Austin, loin de leur famille, dans cet état, le Minnesota, où une élue trans résume crûment. Là-bas, au Texas, c'est le cercueil ou le placard, entendez, le suicide ou bien se cacher des adolescents trans de 16-17 ans qui se suicident beaucoup moins quand on ne les empêche pas, dit-elle, faisant valoir que les transitions chirurgicales avant la majorité concernent une infime minorité de ces 16-17 ans, à moins de 1% avec une chirurgie. Des mesures au Texas qui en tout cas ont poussé comme ça plusieurs familles à déménager, à quitter le Texas, avec des mineurs qui se disent traumatisés de voir leurs parents mis en accusation à cause de leur cheminement en termes d'identité de genre. Certains de ces parents ayant même perdu leur travail. Un nouveau cap franchi dans l'hostilité de plus en plus affirmée d'une frange du Parti républicain à l'égard des personnes trans. En tout cas, le président Biden a réagi, il dénonce dans un communiqué une campagne cynique et dangereuse qui vise les enfants transgenres et leurs parents. Voilà, interdire les traitements chirurgicaux, interdire les opérations chirurgicales, les traitements hormonaux pour les mineurs qui veulent changer de genre, ça vous fait réagir? Oui, non. Vous nous dites 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Félix. Nous partons pour Rennes et j'appelle maître Thomas Koukézian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, maître Koukézian. Donc, à Rennes, une mère de famille a été mise en examen. Mise en examen, il y a plusieurs mois, elle conduit son enfant aux urgences pédiatriques de Rennes. Son fils a 14 ans, c'est bien cela, maître Koukézian. Alors, je me permets quand même une petite précision d'ordre procédural. Allez. Ma cliente n'est pas mise en examen. Bon. En réalité, elle est aujourd'hui
convoquée devant un tribunal correctionnel. Elle est aujourd'hui placée sous contrôle judiciaire, mais aucun juge d'instruction n'est saisi de ce dossier et en réalité, l'enquête est aujourd'hui terminée. Bien, elle sera jugée le 5 octobre. C'est ça, devant le tribunal correctionnel de Rennes, pour se défendre 2 infractions, soustraction d'un parent à ses obligations légales et une autre infraction, privation de soins ou d'aliments. Bien, elle sera donc jugée le 5 octobre. Au mois de juillet 2022, il y a presque un an maintenant, cette mère de famille conduit son fils aux urgences pédiatriques de Rennes. Là, je ne dis pas de bêtises. C'est exact. Malaise. Son fils avait été victime d'un malaise. Alors, c'est pas vraiment un malaise. Elle pense qu'il fait une allergie. Et c'est la raison pour laquelle elle amène son enfant à l'hôpital. Et je me permets quand même de faire un lien avec le dossier, notamment les infractions qu'on lui reproche, privation de soins ou d'aliments. Bon, voilà une mère de famille qui a des capacités éducatives et elle constate que son enfant va pas bien, que fait-elle? Comme toutes les mamans, elle va à l'hôpital. Capacités éducatives, elle va voir un médecin. Non, mais ça, personne ne lui reproche d'aller voir les médecins, Maître Koukézian. Alors, justement, on lui reproche l'inverse. On lui reproche un défaut de soins. Oui. On lui reproche justement que son enfant n'a pas de suivi médical. Oui, mais Maître Koukézian, les médecins sont frappés par l'aspect de l'adolescent. Il a 14 ans, je le rappelle. C'est toujours important de rappeler l'âge. Il a 14 ans. À l'époque, juillet 2022, quel était son poids? Alors, encore une fois, moi je n'ai pas accès aux expertises médicales, aux constatations médicales. Il m'a été rapporté qu'il faisait 25 kilos, tantôt on me dit 27 kilos, et puis j'ai entendu également 33 kilos. À 14 ans. Il y a une réalité qui n'est absolument pas contestée, c'est que cet enfant est mince. Mais il n'est que mince. Il n'est pas anorexique, il n'est pas non plus... il est tellement mince, pardon, je vous coupe, Maître Koukézian, il est tellement mince que les médecins sont frappés par l'aspect de l'enfant, de l'adolescent. Oui, c'est exact. Alors, c'est pareil, il est beaucoup de questions de son poids. Mais en réalité, le poids d'un enfant ne suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est le rapport poids-taille. Et ça, personne n'en parle. Ce qu'il faut aussi indiquer, il est petit. Certes, voilà, il est petit aussi. Vous savez, moi j'ai vu des photos. Alors, il ne s'est pas développé normalement, quoi. Disons, alors, c'est pas développé retard de développement. Vous savez, on a tous rencontré dans nos vies respectives des gens qui étaient grands, d'autres qui sont petits, d'autres qui sont gros, d'autres qui sont maigres. Alors là, il se trouve que c'est un enfant qui est petit et qui est mince. Voilà. Alors, je vous rassure, les médecins, je vous rassure, Monsieur Bourdin. J'ai vu des photos de cet enfant. Il a un très bel aspect. J'ai même envie de vous dire qu'il est, il est soigné. Il ne fait pas du tout malade. Mais dans tous les cas, les médecins, moi, sur les photos que j'ai vues, il n'y a rien d'inquiétant. Oui, dans les photos que vous avez vues. Mais les médecins, eux, se sont inquiétés. Ils se sont inquiétés à tel point qu'ils ont signalé. Et ils ont dit leur inquiétude. L'adolescent a été placé à l'aide sociale à l'enfance après ce passage à l'hôpital. C'est bien cela? Oui. C'est totalement cela. L'enfant, cet ado de 14 ans, n'est jamais allé à l'école. C'est vrai? C'est effectivement la réalité. Alors, on dit qu'il n'est jamais allé à l'école. Pardon, mais vous savez, l'instruction à domicile, ça existe, et c'est pas non plus une infraction pénale. Non, mais quand je dis il n'est jamais allé à l'école... Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a jamais pris le chemin. Il n'a jamais pris le chemin de l'école. Oui, alors à l'heure actuelle, au moment, en juillet 2022, il n'était pas scolarisé. Voilà, c'est l'information que j'ai eue et ce n'est pas contesté. Mais c'est pas un enfant qui n'a pas d'instruction. Sa maman se charge de faire son instruction. Voilà. Maître Koukézian, les médecins ont constaté qu'il avait des difficultés à s'exprimer et qu'il avait un retard de développement intellectuel. Non. C'est pas vrai? Si vous voulez, je vais vous dire quelque chose. Bon. J'ai assisté, madame, le temps de sa garde à vue il y a quelques jours. Bon. Il y a un certain nombre de personnes
qui m'ont appelé, qui s'inquiétaient pour ma cliente, donc des amis à elle. Donc voyez-vous qu'elle est socialisée, qu'elle a des amis, elle a un entourage. Oui. Et il m'a été rapporté par un certain nombre de personnes que cet enfant va très bien, qu'il est intelligent, qu'il s'exprime, qu'il est justement dans la norme au regard du langage. Vous savez, c'est un enfant qui était heureux avant le placement. Donc les médecins ont dit n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'ont dit les médecins. En tous les cas, moi, de ce que je sais et des éléments objectifs qui m'ont été rapportés, l'enfant, avant son placement, allait très bien. Il était intelligent, il s'exprimait, il n'avait pas de difficulté de langage, comme il a été dit. Voilà. Donc tout va bien, quoi. Avant juillet 2022, tout allait bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est un enfant qui est placé. Donc les médecins, les médecins ont divagué, quoi, si je comprends bien. Je ne sais pas, Monsieur Bourdin, je ne sais pas. Non, mais je vous dis ça parce que si tout allait bien, c'est que les médecins se sont trompés, alors. Si vous voulez, ma cliente a fait la démarche d'aller à l'hôpital. Donc déjà, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose, un petit bobo, quelque chose, je ne sais pas. Et puis, il m'a été également rapporté que les médecins ont considéré que cet enfant n'était pas dans la norme au regard des courbes de croissance d'un enfant de son âge. Et donc les médecins ont voulu faire un certain nombre de tests, un certain nombre d'expertises. Et peut-être, vous savez, que cet enfant, ça l'a un petit peu braqué. Et peut-être qu'à un moment donné, face à des médecins, il s'est peut-être aussi refermé. C'est peut-être ça aussi la réalité. Peut-être. En tous les cas, la personnalité de cet enfant n'est pas du tout inquiétante. Et le seul élément que nous avons au dossier qui, pour des médecins, a paru inquiétant, c'est son poids. Voilà, c'est tout. Avec nous également, maître Martine Brousse, qui est présidente de la Voix de l'Enfant. Bonjour Martine Brousse. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous allez vous constituer partie civile. Tout à fait, pour comprendre ce qui s'est passé pendant le parcours de ces 14 premières années de ce jeune garçon. Que savez-vous? Vous venez d'entendre maître Koukézian. Que dites-vous? Tout à fait. Et d'une part, il nous apporte des éléments que nous n'avions pas ou qu'il confirme, ou quand il nous dit et quand il vous dit cette mère a fait le choix de scolariser elle-même son enfant, qui a rien de pénal, je suis désolée, mais il y a une obligation pour toutes les familles qui veulent scolariser elles-mêmes leur enfant de demander une dérogation. Elle ne l'a pas fait. Son enfant n'était pas vacciné. Donc elle s'est soustrait d'année en année à toutes les obligations d'un parent. Et un parent a des obligations. D'où les poursuites qu'elle a aujourd'hui. Parce que s'il y a des normes pour protéger les enfants et leur apporter le bien-être, c'est que si des parents ne se soumettent pas à ces normes, il y a des risques de danger pour l'enfant. Oui, bien sûr. 14 ans, les médecins qui ont signalé, alors maître Koukézian est parti, mais les médecins qui ont signalé, qui se sont inquiétés. Ça arrive fréquemment que, comme ça, des médecins, tout à coup, s'inquiètent et signalent. Ils ne signalent pas par hasard. Tout à fait. Martine Brousse. Tout à fait, c'est fréquent, mais c'est moins fréquent sur l'aspect d'un enfant. Ce qui est fréquent, c'est quand il y a révélation de violence sexuelle, quand il y a révélation de violence physique avec des marques, des coups, des brûlures. Là, les médecins se sont inquiétés de l'état général de l'enfant. Ils n'ont pas fait qu'un signalement à ce qu'on appelle la cellule d'information préoccupante du département pour une enquête sur la maman familiale et autres. Là, ils ont saisi le tribunal, le parquet, donc pour mettre l'enfant à l'abri. Donc c'est que l'aspect de l'enfant au niveau médical posait au moment des visites, des questions, ou en tous les cas aux médecins. Bien sûr. Alors, l'un des avocats de la mère, un autre avocat, maître Ludo, dit « Je ne dis pas que cet enfant a une éducation et une vie harmonieuse. Il était le petit garçon de sa maman. C'est ça le reproche aujourd'hui essentiel qu'on lui fait. Pas d'école, pas de copains. On ne connaît que la maman, on est dans la fusion avec la maman. Donc l'enfant ne s'épanouit pas. Il y a un lien affectif trop fort et il faut qu'il s'en débarrasse. C'est peut-être le fond du problème. »
Alors, l'inquiétude que nous avons, nous, à la Voix de l'Enfant, Allez-y. c'est d'avoir attendu 14 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet enfant est passé entre les mailles du filet? Enfin, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, cette mère dit qu'elle ne l'a pas enfermé, elle semblait sortir avec lui, donc le voisinage connaissait cet enfant, et il a quand même dû avoir quelques problèmes de rhume et autres, donc elle a été en pharmacie. Enfin, qu'est-ce qui fait que cet enfant... Hein, c'est l'enfant fantôme pour moi. Donc là aussi, ça va être important de voir qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui veut dire qu'en France, aujourd'hui, en 2020, 21, 22, 23, il y a des enfants fantômes. Alors, il paraît qu'il s'habille comme au temps de Louis XV ou Louis XVI. Enfin, il paraît qu'il est un peu particulier, quoi. Mais je ne sais pas, j'en sais pas plus, vous non plus, hein, Martine Brice. C'est pour ça que nous souhaitons être partie civile pour avoir accès au dossier. Ben, évidemment. Parce que s'il s'habille comme ça, il devait sortir comme ça, donc les gens quand même devaient se poser des questions. Oui. Alors une fois on pense qu'il a été à un anniversaire, mais quand c'est constant, il y a des gens qui ont dû se poser des questions. Qu'est-ce qui a été fait? Alors, l'autorité parentale, alors je dépasse le cas de cet enfant, l'autorité parentale a des limites, Martine Brousse. Oui, à partir du moment où l'autorité parentale ne répond pas aux besoins fondamentaux de l'enfant, qui est quand même la loi qui est récente, de 2016. Hein. Donc, oui, on peut considérer que cette mère qui s'est approprié cet enfant, elle se l'est approprié, elle en a fait sa possession et il devait être sous emprise. Donc vous imaginez dans quel état est cet enfant. Alors moi je veux bien que ces avocats défendent, c'est leur rôle, oui, bien les sûr. avocats de la mère. Hein. Mais pour nous, en tant que défense des enfants, nous considérons que la démarche de l'hôpital était la bonne et qu'il fallait mettre cet enfant à l'abri pour maintenant comprendre ce qui s'est passé et puis lui permettre de vivre ce temps de l'enfance. Oui, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Bien, merci beaucoup, Martine Brousse, merci. Hein. Merci et nous suivrons le jugement donc le 5 octobre. Vous allez vous constituer partie civile pour avoir accès au dossier. Ah. Voilà. Bien. Tout à fait. Merci, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Merci, présidente de la Voix de l'Enfant. Hein. Soutenez la Voix de l'Enfant quand vous le pouvez, dès que vous le pouvez. Il est 10h47. Les enfants ont besoin de nous aussi. Il est 10h47. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Ça vous fait réagir. Hein. Vous n'hésitez pas. 0826 300 300. 10h47, nous allons partir pour Lyon. Que se passe-t-il à Lyon? Bien, à Lyon, c'est une première en France. À Lyon, les propriétaires de véhicules les plus encombrants, des véhicules les plus lourds, paieront plus cher leur stationnement résidentiel. Il y aura 3 tarifs en fonction du poids de son véhicule. Nous serons avec le responsable mobilité de la ville de Lyon dans 2-3 minutes. Il est 10h48. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51. Merci d'être avec nous. Partons pour Lyon maintenant. Nous sommes avec Valentin Lugenstrass. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint mobilité à la ville de Lyon. La ville de Lyon qui innove, puisque, si j'ai bien compris, hein, ce n'est pas fait, c'est pour 2024, les propriétaires de véhicules les plus encombrants, les plus lourds, paieront plus cher leur stationnement résidentiel. Il y aura 3 tarifs en fonction du poids du véhicule, c'est cela ? C'est ça exactement. On a annoncé une tarification progressive du stationnement pour qu'elle soit plus juste, avec déjà des dispositifs nouveaux pour les artisans qu'on souhaite davantage accompagner. On a aussi une tarification familiale et solidaire qui réduit le tarif résident pour les foyers les plus modestes et les familles nombreuses notamment. Et puis un tarif progressif, vous l'avez dit, en fonction de la motorisation et des poids des véhicules pour prendre en compte tout simplement leur occupation d'espace public, leur impact environnemental global. Oui, mais alors, par exemple, un artisan qui vient avec une camionnette dans le centre de Lyon et qui stationne, paiera quel tarif, lui ?
Justement, on va mettre en place une tarification préférentielle plus large que celle qui existe aujourd'hui déjà à la ville de Lyon, justement pour que ces métiers qui sont essentiels en fait au bon fonctionnement de la ville, les artisans, aient un tarif préférentiel qui en plus soit simple d'utilisation pour eux, ce qui n'est pas le cas du dispositif actuel. Donc, si j'ai un véhicule, une voiture normale, une voiture, un SUV par exemple, ou une grosse berline bien lourde, je paierai plus cher mon stationnement devant chez moi, quoi, résidentiel. Oui, le principe, c'est la progressivité en fonction de ça. Les petites citadines, les thermiques de moins de 1000 kg ou encore la plupart des véhicules électriques paieront effectivement le tarif minoré. Et puis, les véhicules, les grosses voitures, celles de plus de 1725 kg, hein, donc je vous invite à regarder le poids de votre voiture. 725, oui. C'est ça, exactement. Ils auront le tarif majoré, justement, parce qu'elles ont un autre impact sur l'espace public, avec une occupation au sol qui est plus importante. Alors, quelle que soit la voiture, qu'elle soit hybride ou électrique, hein, si j'ai une grosse voiture électrique, je paierai plus cher aussi. Alors, la très grande majorité des voitures électriques, parce qu'on est dans une situation où l'enjeu, l'urgence, c'est la lutte contre la pollution de l'air, bénéficie automatiquement du tarif réduit. Par contre, effectivement, on a voulu envoyer un signal quand même que la tendance des voitures électriques particulièrement encombrantes, certains 4x4 allemands pour ne pas les citer, effectivement, auront droit au tarif majoré malgré tout. Ou des Tesla, par exemple, hein, les gros modèles Tesla. J'ai une autre question. Pourquoi est-ce que le bonus, il y a un bonus, ça c'est une question plus générale, vous êtes spécialiste de la mobilité, il y a un bonus quand on achète une voiture électrique, par exemple, un bonus écologique. Pourquoi est-ce qu'on ne varierait pas le bonus écologique en fonction du poids de la voiture ? C'est une bonne question. En tout cas, nous, à Lyon, on s'est inspiré des travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui a justement fait des propositions au gouvernement sur l'intégration du poids, qui est un indicateur particulièrement pertinent. Chez vos confrères, récemment, il y avait Jean-Marc Jancovici qui était invité, qui justement proposait d'intégrer aussi le poids des véhicules dans le bonus écologique. Donc je pense que peut-être que ce sera un débat qu'il y aura dans les prochains mois. C'est intéressant, hein ? Vous y êtes favorable, vous ? En tout cas, je pense que c'est un critère pertinent parce qu'il regarde tant les émissions de CO2, il regarde les questions de pollution de l'air avec les particules fines, les métaux extraits évidemment par définition, mais aussi les sujets d'espace public. Et donc, voilà, je pense que c'est un critère qui mérite d'être intégré dans les politiques publiques françaises. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Là encore, merci. Valentin Lungenstrass. Vous réagissez, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio, pour dire votre avis sur cette idée. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça doit être généralisé ? Je sais que plusieurs villes de France sont en train de réfléchir à la mise en place d'une telle mesure. Bien, nous allons débattre après 11h, entre 11h et midi, sur la semaine de 4 jours. Parce que elle s'invite dans le débat. De plus en plus d'entreprises tentent la semaine de 4 jours ou réfléchissent à mettre en place la semaine de 4 jours. Est-ce que vous préféreriez travailler 4 jours ? Est-ce possible dans votre entreprise ? Vous êtes peut-être chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes prêt à travailler autant d'heures en 4 jours qu'en 5 ? Évidemment, il y a des secteurs où c'est beaucoup plus difficile à mettre en place que d'autres. Est-il possible de passer même à 32 heures en 4 jours ? C'est ce que propose la CGT. Et réduire le temps de travail. Est-ce vouloir se débarrasser du travail ? C'est aussi une question philosophique à laquelle nous allons répondre. Nous allons ouvrir ce débat juste après les infos. 0826 300 300, vous appelez, vous intervenez, vous êtes avec nous. Il est 10h56. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les jours votre émission Parlons vrai chez Bourdin, 10h30, midi et demi. Si vous avez manqué le direct, si vous voulez réécouter l'émission, aucun problème, elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr, sur notre application Sud Radio qui marche très très bien d'ailleurs. Pour rappel, vous pouvez aussi nous écouter en direct sur Facebook Live, évidemment, YouTube, en direct et en replay sur notre chaîne Sud Radio. Bien, il est 11h03, vous êtes avec nous. Nous allons, vous savez qu'entre 11h et midi tous les jours, débat. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la semaine de 4 jours. Faut-il passer à la semaine de 4 jours ? Généraliser, je ne pense pas que ça soit vraiment possible, mais et je vous pose la question, est-ce que vous préféreriez travailler 4 jours ? Est-ce possible dans votre entreprise ? Ça dépend évidemment des secteurs. Êtes-vous prêt à travailler
autant d'heures en 4 jours qu'en 5. Est-il possible de passer à 32 heures en 4 jours? C'est la proposition de la CGT. Réduire le temps de travail, est-ce vouloir s'en débarrasser? Se débarrasser du travail? Là aussi, c'est un axe de réflexion. 0826 300 300, vous mêlez à la conversation en appelant. Nous avons 3 invités et je les remercie. Mélanie Tisserand-Berger, dirigeante d'une TPE et présidente du Centre des jeunes dirigeants. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Claude Delgen, expert en organisation du travail et dirigeant fondateur du cabinet Technologia. Jean-Claude Delgen, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Léonidas Kalogéropoulos, qui est vice-président du mouvement patronal éthique. Bonjour. Alors, j'ai été 20 ans vice-président du mouvement patronal éthique. Vous savez que j'ai créé une plateforme qui s'appelle Entrepreneurs pour la République. Ça m'accapare tellement que Entrepreneurs pour la République, c'est ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai été 20 ans vice-président d'éthique. Vous êtes toujours membre d'éthique? Absolument. Et je suis, bien entendu, un engagé patronal historique. Voilà, vous êtes un engagé patronal historique. Alors, la semaine de 4 jours. Fixons les choses. Il y a des expériences, une dans le public, je crois en Picardie, c'est ça. Le SAP de Picardie, oui. Oui. Et tout le reste dans le privé. Des entreprises, est-ce qu'on sait combien d'entreprises se sont lancées dans l'expérimentation, Jean-Claude Delgen? Non. En fait, très peu. On a une situation où il y a un double débat. Vous l'avez bien précisé d'ailleurs dans votre présentation. La question, c'est de savoir, est-ce que l'on fait la même production, disons, de 5 jours en 4 jours? Oui. Donc, ce qui veut dire une intensification et une amplitude de travail beaucoup plus importante. On passerait donc vers 9 heures de travail par jour avec une intensification forte. Bon, ça c'est le premier débat. Le deuxième débat, est-ce qu'il faut en fait réduire le temps de travail? Parce que la vraie question, c'est que si vous restez à faire le travail que vous faites en 5 jours, en 4 jours, c'est compliqué. Tant sur le plan de l'intensification du travail, et c'est compliqué tant aussi sur la question de l'articulation de la vie privée avec la vie professionnelle. Pourquoi? Parce que comment vous allez chercher vos enfants quand vous faites 9 heures de travail par jour, quand vous rajoutez par exemple le temps de trajet, c'est compliqué. Vous voyez, ce qui fait que quand vous faites 5 jours en 4, c'est très peu suivi en fait. Et il y a eu des expériences qui ont échoué, des gens qui sont revenus en fait après avoir tenté, qui sont revenus donc à 5 jours de travail. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est plus fluide, ça les impacte moins. Alors justement, j'attends vos témoignages. Ça vous est arrivé, vous avez peut-être expérimenté cette semaine de 4 jours, 0826 300 300. Et puis nous allons voir que tout dépend des secteurs professionnels, des secteurs dans lesquels on travaille. Et puis on travaille combien? Bon, la règle c'est 35 heures, mais en fait... on travaille plus que 35 heures chaque semaine. Oui, en fait, on a une situation où on est plutôt à un peu plus de 39 heures. Oui. Dans les statistiques officielles, on est à 39 heures. Mais il y a toute une partie du travail qui n'est absolument pas comptabilisée. Par exemple, vous êtes journaliste. Oui. Vous n'avez quasiment pas d'horaire. Vous travaillez tout le temps. Vous travaillez le week-end. Vous travaillez le tard le soir chez vous. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, 2 cadres sur 3 travaillent tard le soir chez eux. On sait que 20% des cadres décrochent réellement en vacances. Vous voyez, donc, le temps de travail... Les enseignants aussi travaillent plus. Absolument. Travaillent plus que... On est dans un pays où c'est l'économie de la connaissance. Donc, la connaissance, elle se capte par tous les moyens. Donc, on a une situation où il y a une toute-puissance du travail. On ne s'arrête véritablement jamais. Donc, la question, elle est là. C'est comment on comptabilise réellement le travail. Alors, pour les métiers vocationnels, les métiers comme vous, qui sont choisis, les gens, globalement, c'est pas le problème. Il y a le plaisir au travail, on est bien, etc. Pour les métiers qui ne sont pas choisis, qui sont un peu alimentaires, où les gens ont des contraintes plus fortes, etc. Là, ça peut être effectivement intéressant de réfléchir à une modalité de travail qui soit moins impactante pour la santé. Vous voyez ? Et donc, de ce point de vue-là, le passage à une semaine de 4 jours peut être intéressant. Ça permet de mieux récupérer. De mieux récupérer. Mélanie Tisserand-Berger, vous acquiescez? Vous êtes d'accord avec Jean-Claude Delgen? Alors oui, effectivement, c'est vrai que les métiers les plus compliqués physiquement, intellectuellement, etc. Peut amener à du burn-out. Donc l'allègement du temps de travail, puisque en effet, il y a quand même 2 débats. Il y a comment est-ce qu'on compresse les 39 heures. Alors 39 heures, ça semble un peu compliqué, mais enfin,
au moins les 35 heures sur 4 jours, ou est-ce que on va vers une réduction du temps de travail, donc à 32 heures, voilà. Donc pour faire ces fameuses 8 heures par jour. Mais si on prend dans les métiers qui sont des métiers que l'on fait par passion, moi j'ai envie de juste vous parler du métier d'entrepreneur. Et ça a été mon cas, moi, pendant très longtemps. J'ai travaillé 12 heures par jour, pendant 6 jours par semaine, mais parce que j'étais passionnée par ce que je faisais. Aujourd'hui, ce que je fais me passionne tout autant, mais je me rends compte qu'il y a aussi, à côté de ça, ma famille, il y a mon jardin, il y a des engagements associatifs que je peux avoir, et ça, c'est important aussi. Alors, c'est pas des choses qui sont rémunérées, mais c'est important. Ça veut dire que nous vivons une époque où le temps consacré au loisir grignote le temps consacré au travail. Où il y a dans tous les cas cette aspiration, cette volonté. Hein, ça dépend pour qui, en fait. Hein. Ça dépend pour qui, oui, ça dépend pour qui. Mais vous seriez, Mélanie Tisserand-Berger, vous dirigez une TPE. Combien de salariés? On est 13. Est-ce que vous pourriez mettre en place la semaine de 4 jours? Vous en parlez? On en parle. Aujourd'hui, au CJD, 6750 membres, on a un tiers de nos membres qui parlent... Non, qui parlent, mais qui réfléchissent, oui. Qui réfléchissent, oui. Oui, c'est tout le débat. En fait, les entrepreneurs seraient favorables à condition qu'on maintienne. L'entrepreneur, il n'a pas vocation à réduire sa production. Donc, si il arrive à organiser, et c'est assez possible dans les métiers des services, l'activité sur, en fait, 4 jours, oui pourquoi pas. C'est possible dans les métiers de service, à condition de pouvoir continuer à rendre le service aux clients. Oui, voilà. Parce que là, on va voir quels sont les paramètres qu'il faut mettre en marche. Vous n'êtes pas d'accord avec ce regard? Vous défendez le travail. Je suis très très attaché. Léonidas Kalogéropoulos. À l'extraordinaire capacité d'épanouissement, d'émancipation, de socialisation, d'équilibre qu'offre le travail. Et j'ai un peu de mal à comprendre que l'on ne débatte dans notre pays du travail que pour essayer de le réduire, comme si il y avait autour des 35 heures des RTT, des ponts, il y a des choses qui sont très importantes sur la qualité de vie au travail, auquel je pense qu'on est collectivement attaché, la question du logement, la question des transports. Quand des gens passent 1h30 pour aller à leur travail, 1h30 à revenir, c'est plus, j'allais dire, impactant sur leur vie quotidienne de travail que le travail en lui-même. De ce fait, je finis par avoir presque l'impression qu'on a une névrose collective qui est de se dire comment est-ce que l'on pourrait constamment aller rogner sur le travail. Maintenant, qu'il y ait dans chaque entreprise, j'en dirige une, j'ai 10 salariés, régulièrement, on se dit, là, on va faire le pont, on va pas faire le pont, quelqu'un a besoin de jours, chaque entreprise l'organise. Mais le souvenir que nous avons du débat sur les 35 heures, où il a été question pour toutes les entreprises de passer ce prisme-là et cet effort, cette uniformité, mais c'est dramatique. Vous parlez des métiers de service et des métiers de production, mais il y a aussi rien à voir. Les jeunes entreprises. Une entreprise qui a 6 mois, elle va pas commencer à se dire comment on va faire pour réduire le temps de travail. Qu'une entreprise qui a 40 ans, qui a 200 salariés, mais que toutes les entreprises du CJD se disent on va mettre dans nos problématiques comment on va réduire le temps de travail. Mais chacune s'organise. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, il y a le travail vocationnel. Il y a des gens qui sont absolument passionnés de ce qu'ils font. On peut se poser la question. Jamais compter leurs heures. Et on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on travaille aussi, hein? On travaille pour de l'argent, on travaille pour du lien social, on travaille pour une satisfaction personnelle, et on travaille... un élément d'équilibre. On travaille aussi pour une entreprise, pour développer une entreprise. Tout ça, ça doit entrer en ligne de compte, oui. Je voudrais réagir par rapport à ce qui était dit, parce que à la fin du 19e siècle, en 1888, on travaillait 14 heures par jour. Et on entendait déjà ce débat-là. À savoir... et on produisait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est très intéressant. On s'expose effectivement à de la concurrence parce qu'on n'est pas assez productif, etc. Et en fait, mais le débat est sous-jacent est celui-là. C'est-à-dire que si on ne travaille pas beaucoup, le problème c'est quoi? C'est la productivité. Pourquoi
Pourquoi on est passé de autant à moins? Eh bien, entre-temps, il y a eu ce qu'on a appelé, moi je ne suis pas favorable, mais c'est comme ça, Taylor. Taylor a organisé le travail de manière un peu scientifique, en transformant les êtres humains en robots, l'organisation scientifique du travail. Et on a, en fait, on a perdu beaucoup de liberté. Ceci dit, on a augmenté de manière très considérable la productivité. Et en fait, l'expérience a montré que Ford avait 200 000 salariés aux États-Unis, à peu près 200 000 à l'extérieur des États-Unis, 400 000 personnes. Et Ford a fait baisser de manière drastique le temps de travail de ses ouvriers après la Première Guerre mondiale. C'est très important ce que je vous dis là. Pourquoi? Parce que les gains de productivité qu'il a réalisés, auparavant, pour faire une Ford T, il fallait 12 heures. Avec, je dirais, l'organisation scientifique du travail, il fallait 98 minutes. Il a donc eu des gains de productivité énormes, il en a fait bénéficier les salariés et on est tombé peu à peu à une norme qui a été de 40 heures par semaine. Oui, mais la productivité ralentit. Alors là, le vrai problème, il est là, vous avez tout à fait raison. On a un découplage de la productivité et des salaires depuis les années 80. C'est pas qu'elle ralentit la productivité, elle est même très forte, sauf qu'elle est toujours accaparée par les mêmes. C'est ça la vérité. Et depuis les années 80, en fait, on voit, par exemple aux États-Unis, je terminerai là-dessus, aux États-Unis de 80 à 2015, vous avez eu à peu près un doublement du produit intérieur brut par habitant. C'est-à-dire on est passé de 100 à 180. La richesse par habitant a été quasiment doublée. Ceci dit, les salaires, et c'est un vrai problème aux États-Unis aujourd'hui, on le voit avec les gens qui votent Trump, les salaires sont restés de 80 à 2015 quasiment identiques. C'est-à-dire que globalement, tous les gains de productivité ont été accaparés, je dirais, je pourrais vous donner d'autres chiffres, mais par, je dirais, les détenteurs des capitaux. Et le vrai problème, il est là aujourd'hui. On va avoir, je termine là-dessus, on va avoir l'intelligence artificielle qui va permettre des gains de productivité énormes. Est-ce que ces gains de productivité doivent essentiellement profiter à ceux qui détiennent les capitaux, ou est-ce qu'on en fait... débat, Mais non, c'est le même débat. C'est le débat de la productivité. Si on ne réduit pas les salaires, le temps de travail, on va avoir tous ces gains de productivité qui vont aller à la minorité la plus, les 10% les plus riches, qui vont accaparer les gains de productivité. C'est le vrai débat. Mais vous ne pensez pas qu'il y a d'autres manières de distribuer la valeur que de donner des jours de l'augmentation des salaires, mais les salaires sont bloqués. Non, ils ne sont pas bloqués. Mais pardonnez-moi, mais l'idée selon laquelle le débat que nous avons aujourd'hui ne serait que la continuation du même débat que nous avons depuis Germinal et Zola, c'est une idée qui, pardonnez-moi, est une idée caricaturale qui fausse le débat. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Je vais vous expliquer avec beaucoup de facilité pourquoi. Parce que tout simplement, les conditions de travail ont tellement évolué que l'idéal de réduire le temps de travail pour réduire la pénibilité et la souffrance au travail Vous savez combien de personnes qui travaillent de nuit aujourd'hui en France? Est-ce que vous savez combien de travaux... Non, pardonnez-moi, excusez-moi, je vous propose que l'on ait la possibilité de circonscrire nos débats. Si vous souhaitez que nous parlions de réduire le temps de travail des gens qui ont une souffrance au travail, une pénibilité, ayons ce débat et nous serons d'accord. Nous serons d'accord. Mais c'est un autre travail que celui de gens qui travaillent la nuit, qui portent des charges, qui ont une usure au travail. Et pour eux, je serais d'accord avec vous, que de vouloir le généraliser à la totalité du monde du travail. Donc vous mélangez deux débats. Est-ce qu'on peut généraliser d'ailleurs? Attends, c'est un faux débat. Pardon, je réponds parce que en fait aujourd'hui, après je passe une pub. Aujourd'hui, en fait, faut être clair. On a une représentation, vous avez une représentation irénique du travail. Aujourd'hui, 67% des Français... Et vous, cauchemardesque, c'est pas mieux. 67% des Français ont un travail que l'on dit atypique. Atypique, ça veut dire quoi? C'est pas du travail du lundi, 8h, ou vendredi, 17h. C'est en fait un travail soit le week-end, soit tard le soir, soit la nuit. On a 4,8 millions de personnes qui travaillent de nuit. On a aujourd'hui, sur les 19 millions et quelques de salariés, on a à peu près 8 à 9 millions de salariés qui ont un travail pénible. C'est ça la réalité. Et donc, effectivement, réfléchir pour faire en sorte que ces gens-là... Ce qui veut dire, Jean-Claude Delgenne, que les 4 jours de travail, pourquoi pas, mais tout dépend des domaines, des conditions de travail et des conditions de travail. Évidemment. Alors après, la soutenabilité économique de la productivité. Parce que évidemment. Alors
nous allons appeler Laurent de la Clergerie, vous le connaissez évidemment, président fondateur de LDLC, c'est de la vente de matériel informatique sur Internet. Lui, ça fait 2 ans et demi, on le cite souvent en exemple, qui a mis en place la semaine de 4 jours. Depuis 2 ans et demi, il a mis en place la semaine de 4 jours dans son entreprise, à 32 heures. Payé 35, maintien de salaire, 1100 salariés. Bah, c'est un domaine particulier, hein. C'est dans l'informatique. Nous allons en parler dans un instant avec lui, 11h18. Jean-Jacques Bourdin. Bien, réduire le temps de travail, passer à la semaine de 4 jours, oui, mais est-ce que ça n'a pas d'impact sur les salaires, hein? Parce que quand même, qu'on le dise ou pas, on le dit pas, mais disons-le, on va travailler d'abord pour toucher un salaire et pour vivre. Pour pouvoir vivre et pour pouvoir, on l'espère, améliorer son niveau de vie à travers des augmentations de salaire. Donc, plus de travail, peut-être. Laurent de la Clergerie, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, président fondateur de LDLC, vente de matériel informatique sur Internet. Hein. Je dis pas de bêtises, hein, Laurent de la Clergerie. Bon, 1100 salariés. Qui sont tous aux 4 jours, oui. Qui sont tous aux 4 jours et à 32 heures? Et à 32 heures avec maintien de salaire. Avec maintien de salaire, payé 35, quoi, c'est ça? C'est ça. Sachant qu'on avait avant des contrats, avant de passer aux 32 heures, on avait des contrats à 35, 37, 39, et qu'on les a tous passés en 32 heures avec maintien de salaire. Les 39 ont eu une légère baisse de salaire. Est-ce une décision de la direction de l'entreprise ou est-ce une décision collégiale qui a été prise? Non, c'était une décision unilatérale de ma part. Ah, unilatérale de votre part, qui a été acceptée facilement ou pas? Oui, très facilement, vu qu'il y avait les maintiens de salaire avec des craintes, cela dit, quand j'ai annoncé au niveau du management qu'il y avait peur de devoir travailler plus en moins de temps et de ne pas y arriver. Oui. Et sur l'organisation des plannings, où ils se disaient on n'arrivera jamais à travailler de façon normale puisqu'on n'a pas un jour off établi comme le vendredi. Et ce ne sera pas possible de faire des plannings qui fonctionnent sur 4 jours. Alors j'ai une question à propos des cadres, dirigeants, et pas que dirigeants, mais des cadres de l'entreprise. Est-ce que pendant les 3 jours où ils sont censés ne pas travailler, est-ce qu'ils travaillent chez eux, par exemple? Non, ils ne travaillent pas. Alors après, je prends toujours l'exemple, dans toutes les entreprises, on a des cadres qui roulent à 180 sur une autoroute à 130, c'est-à-dire qu'ils sont toujours plus investis que les heures demandées. Oui. Et on a constaté que même sur eux, finalement, sur une autoroute qui est passée à 110, ils roulent à 160. C'est-à-dire que dans tous les cas, même des cadres surinvestis ont réussi à baisser la pression du travail qu'ils avaient par rapport à avant. Est-ce que le passage à 4 jours, 32 heures et à 32 heures, est-ce que ça a freiné les augmentations de salaire dans votre entreprise? Non, pas du tout, au contraire, puisque depuis 2 ans, on suit largement l'inflation et qu'on a même revalorisé chez nous le SMIC, qui avant la mesure était chez nous à SMIC plus 10% et qui est passé à SMIC plus 25%, salaire minimum chez nous. On parle bien du SMIC 35 heures. Est-ce que ça a encouragé la productivité dans votre entreprise? Alors ça, c'est le meilleur chiffre que je peux avoir, c'est-à-dire qu'avant la mise en place, on était à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1050 collaborateurs. Il y a eu le Covid qui a boosté notre chiffre d'affaires. Je tiens bien à préciser que ça n'a rien à voir avec le passage à la semaine de 4 jours, l'augmentation de chiffre d'affaires. Oui. Par contre, le Covid a largement boosté notre chiffre d'affaires puisqu'on est monté à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 40% de croissance. On a recruté personne, on est passé aux 4 jours 32 heures et on a fait le travail avec des équipes qui, à la fin, je tiens à le dire, étaient reposées, sans stress, sans rien du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin d'embaucher pour faire 40% de chiffre en plus. Oui, vous n'avez pas eu besoin d'embaucher. Vous me conduisez à ma question suivante. Est-ce que ça a freiné l'embauche? Alors, ça n'est pas pour moi une mesure d'embauche, puisque ce que je me suis rendu compte finalement, c'est qu'on travaille beaucoup mieux, beaucoup plus en 4 jours 32 heures qu'en 5 jours 35 heures. Oui, vous travaillez mieux, donc vous embauchez moins. J'embauche moins, tout à fait, je confirme. Vous confirmez, ça a freiné l'embauche? Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'embaucher, clairement, alors que j'ai fait de la croissance. C'est donc l'un des effets pervers, Laurent de la Clergerie? Oui et non, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est tout seul on est tout seul, on est très peu à être aux 4 jours 32 heures. Si demain, on est beaucoup plus nombreux, on va avoir plein de gens qui vont se retrouver un jour dans la semaine à devoir s'occuper. Et on va avoir des emplois par effet rebond sur le tourisme, les salles de sport, les choses comme ça, parce qu'il va falloir occuper ces gens pendant ces jours. Donc oui, il y a une mesure instantanée où comme on augmente la productivité, forcément, on va recréer on va avoir moins de besoins d'emploi. Alors, sachant que c'est peut-être pas valable ce qu'on a vécu dans tous les domaines. Nous, on a des boutiques, on a de la logistique,
et on a des métiers de bureau pour maintenir les sites. Laurent de la Clergerie, est-ce que vous avez des salariés qui aimeraient travailler plus pour gagner plus ? Alors, c'est une question que j'ai demandé à mes équipes. J'ai fait le point avec eux de savoir où on en était. Et aujourd'hui, sur les... alors, on a 1000 collaborateurs, j'ai fait un sondage, j'ai eu 550 répondants. Il y en a un qui a répondu qu'il aimerait travailler plus pour gagner plus, mais qu'aujourd'hui, à l'inverse, j'ai 91% des salariés qui ne voudraient pas revenir en arrière et qui sont très bien et très contents dans ce mode de travail. Sachant qu'au départ, j'en avais à peu près 20% qui n'en voulaient pas parce que ça leur faisait peur. Oui, ça leur faisait peur. Celui qui veut travailler plus pour gagner plus, gagne bien sa vie ? Il a un salaire correct, il doit être aujourd'hui à peu près 2500 € brut. Oui. Mais alors, il faut savoir d'ailleurs que dans les quelques salariés dans les salariés qui sont à 5 jours, ils ont passé à 4 jours, quelques-uns, ils sont très peu, ont profité de ce jour pour aller gagner plus. Pour aller gagner plus. Ah. C'est-à-dire qu'ils sont allés travailler ailleurs. Ils sont allés travailler ailleurs. Oui. Bah oui. Évidemment. Léonidas Kalogiropoulos est avec nous. Vous avez une question, ancien vice-président. Oui, d'abord c'est passionnant de vous entendre. Peut-être deux questions. D'abord, vous l'avez dit de votre propos, c'est probablement pas généralisable, mais est-ce que vous auriez pu envisager, d'après vous, cette organisation au début de votre entreprise? Est-ce que ce n'est pas une réflexion que l'on peut... C'est viable quand l'entreprise est installée. Voilà. Est-ce que c'est pas quelque chose qui fait partie des sujets dans la qualité de vie au travail quand on a déjà 10-20 ans d'ancienneté dans sa boîte et qu'on est déjà bien lancé? Alors, c'est une très bonne question. En fait, je me suis juré que je ne montrerais plus jamais une entreprise qui ne serait pas aux 4 jours. Parce qu'en fait, ça apporte tellement de bien aux équipes. Il faut les voir, hein. C'est une mesure. Je plaisante souvent. Enfin, j'ai écrit un livre, Oser la semaine de 4 jours, et j'explique dedans qu'en fait, on parle plus de QVCT chez nous, mais de QVTC, c'est-à-dire de qualité de vie tout court. Parce qu'en fait, ça change la vie des gens, cette mesure. Ça recrée un équilibre vie pro, vie perso, où on a tellement le temps de gérer sa vie perso que quand on revient au boulot, elle ne nous accapare plus l'esprit et on travaille mieux. Et donc en fait c'est ça la surprise, c'est qu'en fait on se rend vraiment compte qu'on revient dans un équilibre où aujourd'hui avec toute l'informatique, toutes les choses, on produit des projets à tout va, on est débordé, notre cerveau craque, mais on recrée un équilibre à ce niveau-là où finalement on produit plus, et même dans des métiers manuels, parce que la surprise que j'ai eue c'était en logistique où j'étais convaincu que mes gars qui font 30 colis à l'heure n'en feraient pas 40 et au contraire descendraient à 25 et que je devrais recruter pour compenser. Et en fait, non, ils en font 40 à l'heure. Parce qu'en ayant 3 jours de pause, en ayant un vrai week-end, quand ils reviennent le lundi, ils ont le sourire et produisent plus naturellement. Bien. Merci pour votre témoignage, Laurent de la Clergerie. Merci beaucoup. Merci, ça nourrit notre débat. Et d'ailleurs, Alain va nourrir notre débat juste après la pub, vous allez comprendre. Alain, lui, est artisan. Il est électricien. Il dit, mais moi, c'est impossible. Je ne peux pas mettre en place les 4 heures, les 4 jours de travail et les 32 heures. Il va nous dire pourquoi, évidemment. Il est 11h29. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Alain est avec nous à Valence, dans la Drôme. Alain est électricien. Bonjour Alain. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à vos invités auditeurs. Alors, pour vous, un électricien, installer 4 jours de travail par semaine, ça paraît difficile, non? Oui, mais en fait, quand j'entends, ça me fait doucement rigoler quand même. Quand j'entends vos auditeurs là, et notamment le patron d'LDLC et compagnie, ça me fait sourire quand même. Parce que, alors, dans une époque plus lointaine, j'ai connu le monde du digital. Il m'est arrivé de côtoyer même Google à Paris, des gens comme ça. Alors, quand je voyais leur salle de pause avec distributeurs de bière, console de jeux et tout ça. Effectivement, mais il faut arrêter un petit peu le délire. Même quand on parlait il y a quelques mois du télétravail, il faut savoir que l'artisanat, c'est quand même le premier employeur de France et aucun des artisans ne peut mettre en place le télétravail. Et les 32 heures avec maintien du salaire, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'on ne doit pas avoir les mêmes marges. Très clairement, quoi. Ben oui. Donc il y a quand même plein de TPE, les TPE et tout ça, c'est impossible. Alain, vous avez combien de salariés? Vous avez combien de salariés? Alors moi aujourd'hui je suis tout seul, mais même les confrères qui ont des employés, rassurez-vous, même les 35 heures, c'est pas possible, quoi. Une question, madame Rami. Allez, posez une question. Je voudrais vous demander quelque chose parce que on est quelques-uns là autour dans ce plateau en train de se dire, mais nous, on est passionnés par notre travail. On n'a pas spécialement, pour nous, c'est pas spécialement un sujet. Et pardon, mais
dans ma société, mes collaboratrices sont passionnées par ce qu'elles font. L'idée de travailler moins n'est pas une obsession de tous les jours. Est-ce que c'est une obsession pour vous? Est-ce que vous êtes malheureux à l'idée que pour vous, les 4 jours, ça serait pas pour vous? Mais à la limite, c'est pas. Je comprends très bien que vos employés ne vont pas au travail en reculant. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi, les 32 heures, je peux pas faire mon boulot et je peux pas gagner ma vie parce que moi, si je travaille 32 heures, je suis payé 32 et à peine même à la limite. Vous comprenez le sujet? Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez un service moi, à rendre, si je pouvais travailler 32 à 35 heures. Je m'en porterais quand même pas plus mal parce que le boulot quand même d'électricien, c'est quand même pas maçon, carreleur ou autre, mais c'est quand même un travail un peu physique. Si je pouvais bosser moins de 40 heures par semaine, je vous assure que je le ferais. Oui, mais évidemment. je gagnerais pas ma vie. Alain, mais il faut prendre en compte aussi le service que vous devez rendre aux clients. Oui, mais voilà, quand un client, quand il faut faire une installation chez un électrique, je ne vais pas lui dire, écoutez, je suis désolé, mais je bosse que 30 heures par semaine, ça prendra 3 mois au lieu de 2, quoi. Non, c'est pas possible. Le client va dire, attendez, non, c'est pas possible. Je vais aller voir ailleurs, je vais trouver un autre électricien. C'est aussi bête que ça. Oui, mais bien sûr. Merci Alain, dans tous les cas. Vraiment, merci d'être avec nous le matin. C'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir. Merci beaucoup Alain. Mélanie Tisserand-Berger, vous êtes dirigeante de TPE. Vous dites comme Alain ? Mais alors déjà moi je suis moi dans l'expertise comptable, donc on n'est pas du tout, c'est pas du tout pareil, rien à voir. On peut travailler en télétravail, l'expertise comptable. Voilà, donc je vais pas prendre. Vous avez réorganisé votre rythme de travail Alors, justement, par rapport à ça, chez nous, on est en réflexion pour ça. Oui. Donc, mais je vous cache pas qu'il y a, de la part des collaborateurs, une vraie peur d'aller vers ce système-là, parce qu'ils disent, mais comment on va faire? On va avoir beaucoup trop à faire en seulement 4 jours. Mais c'est aussi, du coup, une occasion extraordinaire de mettre tout le monde autour de la table et de travailler conjointement avec les collaborateurs pour dire comment est-ce qu'on le met en place? C'est un formidable outil de dialogue social. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mettre ça en place partout, pas de la même façon. On vit dans un monde, on navigue en complexité. Et donc, on ne peut pas simplifier les choses en disant l'État imposera 32 heures à tout le monde. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dirige vers un monde où il y en a qui vont travailler 45 heures par semaine et d'autres qui vont travailler 32 heures. Non, mais les injustices dans le monde du travail, donc les injustices vont être amplifié. Oui, mais regardez même dans les grands groupes. On a des gens qui ont des CE extraordinaires, etc. Donc, des injustices dans le monde du travail, c'est indéniable, il y en a. Par contre... Il va y en avoir de plus en plus. Si l'on réduit le temps de travail de certains, et si l'on ne peut pas réduire le temps de travail d'autres salariés, il va y avoir des inégalités qui vont se creuser. Jean-Claude Delgene, évidemment. Les inégalités, elles sont déjà là, par exemple, entre les différents pays. Vous prenez les États-Unis, par exemple, ils travaillent beaucoup plus que la France. Après, la question, c'est la soutenabilité économique. Ça a été très bien expliqué tout à l'heure par l'artisan qui a pris la parole. Le fait est que pour pouvoir payer, pour se payer soi ou payer ses salariés chez les artisans, le temps de travail se convertit assez rapidement en salaire. Donc, effectivement, si on imposait une norme réglementaire, tout le monde à 4 jours, à 32 heures, c'est sûr que là, on aurait, à mon avis, un choc économique important. Est-ce que c'est stupide ce que dit Sophie Binet de la CGT qui demande 32 heures et 4 jours pour tout le monde? Est-ce stupide ou pas économiquement et socialement? Alors, je vous pose la question. Je connais très bien Sophie Binet, donc je ne vais pas non plus, je dirais, frontalement l'attaquer comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Vous êtes d'accord ou pas? Je pense qu'il y a des mesures à prendre pour favoriser la mise en place dans la durée, je dirais, d'une réduction du temps de travail, parce que pour moi, elle est inéluctable du point de vue économique. Une réponse politique. Non, c'est pas une réponse politique. C'est simplement que, en fait, encore une fois, si vous voyez les gains de productivité, alors après, il y aura effectivement ceux qui vont en bénéficier aujourd'hui, disons rapidement, et il y a ceux qui seront en fait à en bénéficier beaucoup plus tardivement. Je vous dis ça, si je vous dis ça, c'est parce que quand on a mis en place ces 35 heures, on s'est bien rendu compte
on s'est bien rendu compte qu'il y a des différences d'un travail à l'autre, d'un secteur à l'autre. Vous avez raison, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas refaire la même erreur qui a été faite. Donc imposer les 32 heures par semaine et semaine de 4 jours, l'imposer, c'est une erreur. Il faut aller vers une négociation entreprise par entreprise avec des accords suivant la soutenabilité et ne pas l'imposer parce que certaines personnes ne vont pas vouloir forcément l'accepter. Mais on peut très bien avoir des accords d'entreprise qui le mettent en place. Pardon, il faudra prendre en compte un jour ou l'autre le plaisir d'aller travailler aussi. Parce qu'il y a des salariés qui sont contents de quitter. Attendez, il faut dire les choses clairement, qui sont contents de quitter leur domicile et d'aller au travail. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le travail c'est essentiel dans nos vies, c'est ce qui nous permet de gagner notre vie, c'est ce qui nous permet d'être avec les autres, c'est ce qui nous permet d'exercer notre créativité, c'est ce qui nous permet d'avoir une nourriture narcissique, de se faire plaisir en faisant un bon travail. Donc tout ça, de vous entendre le dire. Tout ça c'est essentiel, mais bien sûr, sauf que encore une fois, pour certains, le travail est aussi très aliénant. Le travail peut être aussi très pénible. C'est un vrai sujet, le travail aliénant. C'est beaucoup plus intéressant, excusez-moi de vous dire ça, mais d'essayer de faire que les gens qui ont un travail aliénant, d'abord ne l'aient pas toute leur vie, que ça cesse d'être aliénant, que les choses s'améliorent pour eux, que de vouloir... parce que le travail est aliénant pour certains, vouloir mettre la société entière devant une réflexion. Non, mais attendez, Jean-Claude Degene n'a jamais dit, il a répondu sur la question. Il ne veut pas l'imposer. Il ne veut pas l'imposer, mais manifestement, c'est un nouveau débat. C'est une mauvaise idée de l'imposer. Oui, on ne peut pas l'imposer. On se souvient tous de la problématique des 35 heures. Donc là-dessus, on n'a pas de débat, nous, au CJD. Et on pense au contraire qu'il faut expérimenter. Et malheureusement, en France, on n'expérimente pas suffisamment. Et nous, c'est ce qu'on fait pourtant depuis, ça fait 80 ans qu'on fait que ça au CJD, des expérimentations. Je sais, Pierre est avec nous. Je précise ma pensée, Jean-Jacques, parce que je voudrais donner la parole à Pierre. Moi, je suis sur le moyen terme, enfin même le court moyen terme, favorable à une réduction du temps de travail, à condition qu'elle soit pensée, et c'est tout le comment. Elle est totalement inéluctable, parce que les gains de productivité sont là, et qu'il faut les répartir d'une manière plus juste, et aller vers une économie du care, et arrêter avec ce consumérisme, disons, complètement... Pierre a un petit hôtel en Ardèche. Bonjour Pierre. Oui. Bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour Pierre. À vos invités. Ça va bien, oui, ça travaille beaucoup. Alors nous, pour la petite histoire, on fait 7 jours sur 7 et 16h, 18h par jour. Hein, donc, d'accord. D'accord. Évidemment. Même pas le temps de faire la sieste. Oui. Donc juste, c'était très intéressant votre débat. Et je voulais expliquer ce qu'on a fait nous. On n'a pas voulu baisser la masse salariale, alors qu'on aurait dû pour gagner un peu plus d'argent, mais malheureusement on n'en gagne pas. Bon. Et du coup, ce qu'on a fait, on a empêché le coupé, c'est-à-dire de faire revenir les filles des chambres le soir pour la plonge. Donc on a créé un emploi de plus. Elles étaient d'accord pour avoir un contrat à 24 heures au lieu de 30. Alors chez nous, personne n'est payé au SMIC, donc au niveau du salaire, ils n'y perdaient pas vraiment, puisqu'ils ont eu une petite augmentation aussi. Mais je dis ça pourquoi? Parce que si vous voulez, quand ils devaient faire des longues journées à rallonge, on est dans l'hôtellerie-restauration, eh bien évidemment ils sont épuisés, évidemment ils ont une dynamique moins positive. Depuis qu'on a fait ça, nous avons créé un emploi du coup, puisqu'on a embauché quelqu'un qui vient uniquement pour la plonge le soir, donc ça a créé un emploi supplémentaire. Et de plus, on tire vraiment non seulement la gratitude de nos employés, parce qu'on n'a pas ce problème qu'ont d'autres confrères de recrutement, et deuxièmement, on a une dynamique très positive quand il faut rester, qu'il y a plus de travail. Eh bien, comme on sait qu'on ne fait pas de coupé et qu'on a fini journée, eh bien, on est dans une dynamique très positive. Donc, je voudrais dire que si tous les employeurs s'ouvrent un peu plus à la qualité de vie de leurs employés, moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de management dans ma vie. J'ai là maintenant un hôtel, une entreprise, et je me rends compte très bien qu'à chaque fois, la dynamique positive est toujours gagnante. Voilà, il faut venir avec le sourire au travail, et quand on est heureux de venir travailler, eh bien, l'entreprise est vraiment gagnante. Voilà. Eh bien, Pierre, tout le monde adhère, hein. Je vous le dis tout de suite, tout le monde est content. Vous rendez heureux tout le monde, vous, Pierre. Hein. Vous êtes un magicien du travail. Les gens qui travaillent chez nous sont heureux de travailler avec nous. Dites-nous, où est votre hôtel? Dites-nous un peu de publicité, profitez-en. Ah ben c'est gentil. C'est l'hôtel de vacances La Vignasse. Alors c'est pas loin de chez nous, de chez vous, des Cévennes. On est à Champ-d'Olas, à Maisonneuve, entre Ruance et les Vence, Vallon-Pont-d'Arc. Je vois très bien, c'est en Ardèche. On a un joli petit hôtel.
chemin du Gard, mais côté Ardéchois. Et là, Merci. je viens du marché de Saint-Paul pour acheter des bons produits. Comme Saint-Paul-la-Coste. Saint-Paul-le-Jeune. Saint-Paul-le-Jeune, oui. Oui, pardon, Saint-Paul-le-Jeune, oui. Et puis dites-moi, Pierre, ne buvez pas trop de bière à Ruance. Hein. Est-ce qu'ils font toujours de la bière? Oui, et puis alors je conseillerais la brasserie des Rieux à Vauguet qui fait des bières extraordinaires. Bon, d'accord, pas trop en boire. Hein. Merci Pierre, merci. Il est 11h44. Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. 11h47. Alors, il y a le rôle social du travail, Jean-Claude Delgenne. Quand on va travailler, on a un lien social et on a une réflexion collective. Tout à fait. Si on ne va pas travailler, si on reste chez soi, on perd. On perd ce lien social. Oui, par exemple. Il n'y a pas ce risque. Le travail est le premier lien d'appartenance sociale aujourd'hui. Il y a une centralité dans la vie des individus. Qu'on en ait un ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a ceux qui cherchent un boulot. Ça, c'est la première chose. Depuis la guerre, en fait, si vous voulez, vous avez tous les liens, je dirais, sociologiques d'appartenance se sont écroulés. Vous aviez à l'époque, après-guerre, vous aviez de grands partis politiques, le MRP, le Parti communiste. Vous aviez l'Église catholique qui était très prégnante aussi, qui permettait aux gens de se retrouver. Aujourd'hui, avec le mouvement vers les villes, tout le monde est en ville, 80%, dans des petits appartements. Les gens ne se retrouvent qu'à travers le travail. Moi, par exemple, j'ai vécu dans les Vosges, je suis d'origine sicilienne. Quand j'étais môme, tout le monde allait dans les maisons du coin. On était accueillis. Il y avait un lien social qui se faisait entre toutes les familles. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je ne laisse pas mes enfants aller dehors dans la ville. Vous voyez, donc le travail est devenu le premier lien d'appartenance. Et donc, quand le lien se détruit, on en fait vite une maladie. C'est pour ça que c'est dangereux. On s'étiole. Il y a eu des études, par exemple, qui ont été menées à Turin, en Italie, des études sur les miroirs, l'effet miroir neurologique. Eh bien, quand vous avez, je dirais, des gens qui sont trop coupés des autres, ils s'appauvrissent et ils se mettent, y compris, en danger pour leur santé. Le fait de pouvoir échanger, c'est pour ça que vous avez raison. Combien de travailleurs seuls? Il y a 3 millions qui vivent seuls. Et vous avez raison de travailler tard, dans l'âge, parce que ça vous maintient. Le fait d'être en contact avec les autres, le fait de pouvoir échanger, de stimuler les neurones, c'est un atout en termes de santé considérable. Alors, à condition que le travail ne soit pas trop pénible physiquement. Quand, comme vous, le travail est choisi, c'est autre chose. Bien sûr. Il y a quand même quelque chose que je voudrais... D'abord, je souscris à tout ce que vous venez de dire. Pour une fois. Vous voyez, pour une fois, on peut être d'accord sur beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce débat, c'est que, vous l'illustriez d'ailleurs tout à l'heure, ça crée un débat au sein de l'entreprise. Mais il y a des débats au sein de l'entreprise sur l'environnement. On en a eu beaucoup. Comment on réduit nos empreintes, nos dépenses, on fait des économies d'énergie. Il y a des débats en interne sur la raison d'être, sur sa charte morale. Enfin, et tout cela me semble finalement rejoindre l'idée, à laquelle je souscris à 2000%, que débattre en interne dans l'entreprise sur ce mode d'organisation, où nous allons, comment ça... Tout ça, c'est bien. En revanche, que j'ai du mal à comprendre... Oui, mais réduire le temps de travail, c'est bon peut-être pour la planète. Ça réduit peut-être l'empreinte... Tout à fait. Non, enfin, écoutez... Oui, parce que dépend. déjà, vous savez, moi, vous avez moins de mobilité. Qui sont, mais ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. Vous avez des boîtes qui travaillent actuellement à réduire la consommation d'énergie et la consommation d'eau. Je veux dire, plus elles vont aller loin dans les réponses qu'elles apportent à la réduction de la consommation d'énergie et consommation d'eau, et plus on répondra à nos besoins de sobriété énergétique. Donc ça dépend. Enfin, il faut arrêter avec l'idée que le travail et même l'humain serait nocif à la planète, et plus on se rétracte et plus on en ferait moins. Et non, plus mais je pense que personne ne pense que le travail est nocif. Alors là, on entre dans un autre débat qui est le débat de la croissance-décroissance. Je ne vais pas ouvrir ce débat-là. C'est un débat intéressant. On l'a traité nous l'an dernier avec une étude, mais en fait, si vous voulez, effectivement... Vous voulez en parler ? Vous allez en parler. Non, mais il faut que ça fasse l'objet d'une émission entière. C'est une émission entière. Mais c'est vrai que si vous organisez sur 4 jours le travail au lieu de 5, inévitablement, vous réduisez les mobilités. Et donc, vous réduisez les émissions... Les empreintes et les émissions de gaz à effet de serre. Après, le vrai sujet, il est, encore une fois, il y a 2 sujets. Il y a la question de la qualification. On l'a vu tout à l'heure avec votre auditeur. Les gens qui sont qualifiés
pour les attirer dans l'entreprise, il faut leur offrir des conditions de travail qui soient véritablement attractives, sinon ils vont ailleurs. Et donc là, les 4 jours, ça peut être intéressant, parce que vous gardez les talents. Ça, c'est la première chose. Mais ces gens-là sont très qualifiés, c'est 20% de la population, et ils peuvent effectivement choisir leur travail, choisir leur employeur. Et après, vous avez la grande masse des salariés qui, eux, en fait, doivent travailler pour vivre, pour nourrir leur famille. Et s'ils n'ont pas de travail, ils n'y arrivent pas. Chez Peugeot, où on travaille à la chaîne, on fait comment? Vous croyez que Peugeot peut s'organiser? Peugeot peut mettre en place les... Oui, je pense que... Oui, c'est pas le choix qui a été fait. Mais vous prenez... Mais ça va dépendre, encore une fois, des gains de productivité, des marges. Votre auditeur, tout à l'heure, a pu le faire avec la bascule du Covid, parce qu'il avait des marges exceptionnelles. Et donc, il a pu prendre le risque. Il a pu prendre le risque. Le chef d'entreprise. Le fait est, si vous avez des marges, vous pouvez prendre le risque. Mais vous savez, il y a des entreprises dans lesquelles on prévoit de la formation, on prévoit de l'éducation, ou dans lesquelles on prévoit beaucoup de choses sur la deuxième carrière après 40 ans. Alors justement, tiens, vous me conduisez, j'ai une question. Peut-être qu'on peut profiter d'une baisse du temps de travail pour mettre en place plus de formation. On pourrait réserver, par exemple, le vendredi à la formation. Alors, là-dessus, nous, on a une entreprise membre de notre mouvement qui fait ça le vendredi. Le vendredi, c'est le temps. Alors, en fait, c'est une entreprise qui place des collaborateurs chez des clients. Ce qui veut dire que si le collaborateur n'est pas placé chez le client, il n'y a pas de rémunération, enfin de facturation de l'entreprise, d'accord ? Donc le vendredi, malgré tout, ils ont décidé que personne n'irait en clientèle, tout le monde se retrouve au bureau pour travailler sur les communs. Et ça, je trouve ça génial parce que ça crée, on parlait tout à l'heure de la perte de lien social, et notamment quand on a tout le monde qui est en train de travailler chez le client, les collaborateurs ne se voient pas. Et donc là, c'est un moment où qu'ils ont entre eux pour travailler là-dessus. Plus on limite le temps de travail, plus on limite la formation aussi. Pas forcément. Le vrai problème aujourd'hui, c'est plus on accorde de temps au loisir, moins on travaille et moins on se forme. Ça dépend des professions. Encore une fois, vous avez des professions où la formation est obligatoire. Vous prenez les avocats, ils doivent suivre une formation. Vous prenez les experts comptables, ils doivent suivre. Dans tous les métiers, disons, à connaissance, les gens, s'ils ne se forment pas, eh bien, ils sont déchus socialement. Ils ne peuvent pas suivre le rythme. Il y a une évolution vers la qualification qui oblige les gens même à s'auto-former. Donc, le vrai problème que vous soulevez, et c'est bien de l'emporter, c'est qu'il y a eu des différentes réformes depuis maintenant 4 ans en matière de formation, et là il faut reprendre les choses pour faire en sorte de réinscrire un caractère plus obligatoire dans la formation. Il faut revenir avec des obligations de formation dans les boîtes parce qu'on a trop allégé à ce niveau-là aujourd'hui. Et ça permet plus de mobilité dans le travail, et ça permet l'ascenseur social, et ça permet l'ascenseur social, et ça permet de lutter contre le chômage, et ça permet de donner du travail aux seniors, et etc. C'est tout ça, c'est positif. Tout à fait. La formation, pour moi, j'y suis très favorable, et elle devrait être, encore une fois, renforcée dans les entreprises. La formation plus intéressante que travailler moins. Le vrai problème dans notre pays, c'est justement qu'on a une perte en qualification par rapport à d'autres pays. Parce qu'on a négligé l'apprentissage, on a négligé la formation. Bon, maintenant ça change, ça semble changer, mais il a fallu du temps pour ça. On était resté sur de vieux schémas. Il y a quand même un sujet qui me semble important, on n'est pas en train d'opposer travail et loisir, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, quand ils ne sont pas au travail, ne sont pas forcément dans du loisir pur, sport, etc. Ils sont aussi, ils sont aussi en train d'aider dans des engagements associatifs bénévoles, etc. Donc c'est aussi un travail pour le bien commun qui est fondamental. Ou même à la maison. Ça peut être à la maison, ça peut être passer du temps à jardiner avec ses enfants, c'est du temps qu'on occupe pour la communauté aussi. Et je voudrais quand même juste rajouter, parce que je vois que le temps file, et pour moi il y a un élément essentiel, c'est que il y a un constat à faire. On a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui n'entendent pas travailler comme nous l'avons fait. Et donc, soit on s'oppose à ça, et on dit non, on va à tout prix les forcer à continuer à travailler comme nous avons fait, parce que nous croyons que c'est la bonne méthode, ou alors, on arrête de mettre de la force là où il ne faut pas en mettre, et on accepte de revoir notre paradigme, de revoir notre façon de penser les choses. Les nouvelles générations n'ont pas le même regard sur le travail que nous.
Oui, moi, je suis encore plus âgé que vous, donc... C'est un débat, ça, parce que sur les jeunes et la centralité du travail, il y a beaucoup à dire. Hein. Ah bon? Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, on parle beaucoup à la place des jeunes, premièrement. Oui. Deuxième aspect, quand on regarde vraiment les études, on s'aperçoit de deux choses. On s'aperçoit d'un côté, il y a ceux qui veulent vraiment s'intégrer, qui sont prêts à tous les sacrifices pour s'intégrer. Oui. On a fait une étude... Et qui travaillent beaucoup, qui sont prêts à travailler beaucoup. On a fait une étude, les jeunes nous répondaient, écoutez bien, qu'ils voulaient être à disposition de 100% de leur temps de leur employeur, 100% de leur temps de vie. Voilà, pour vous dire. Et de l'autre côté, effectivement, ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai aussi, vous avez ceux qui se détachent et qui sont dans une relation beaucoup plus exigeante. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont vu leurs parents partir dans des conditions parfois très difficiles, coup de pied au cul au travail, PSE, etc. Excusez-moi, je suis vulgaire. Mais bon, et là, ils ont tous ceux qui veulent créer leur boîte, et je vous assure que ceux-là, ils n'ont aucun problème avec le fait de travailler énormément. Ah non, bien sûr. Non, mais le fait de travailler, vous savez, moi je dirige une entreprise, je travaille 80 heures par semaine, je travaille 80 heures par semaine. Bon, bah voilà, je sais ce que c'est que le travail. La question, encore une fois, c'est celle de la norme que l'on veut donner. Et à terme, on sera obligé d'aller vers une réduction du temps de travail et vers une autre organisation du travail. On peut pas faire autrement. Merci à tous les trois. Merci parce que c'est un débat très intéressant. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Sud Radio. Il est 11h58. Jean-Jacques Bourdin. À 16 ans, certaines semaines, il gagnait jusqu'à 100 000 € en un quart d'heure. Je méritais, écrit-il, la réputation que je m'étais taillée sur les 2 dark places majeures de la toile. Je n'en dis pas plus. L'homme que nous allons recevoir était un hacker professionnel. Florian Curté a découvert à 5 ans son premier ordinateur. À 7 ans, il craquait des mots de passe. À 12 ans, il piratait des cartes téléphoniques. À 16 ans, il détournait donc des centaines de millions d'euros. À 18 ans, il est à la tête d'un réseau international de cybercriminalité. Il a été arrêté, il a été emprisonné, puis il a été libéré. Aujourd'hui, il dirige une entreprise de cyberdéfense. Il publie au Cherche Midi « Hack-moi si tu peux ». Il sera avec nous dans quelques instants. Mais auparavant, toute autre chose avec vous. Félix, Mathieu, vous savez que vous regardez l'actualité, Félix, et nous avons appris que le pack d'eau cristalline était le produit le plus vendu en grande surface. Oui, il détrône le Ricard, la cristalline et le Ricard qui pourtant se mélangent bien. À en croire l'Institut Nielsen IQ, les deux ont progressé en réalité. Même la marque de pastis, plus 8%, mais c'est bien désormais la marque d'eau plate cristalline qui s'installe en première place sur le podium. 302 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la cristalline contre 301 millions d'euros pour le litre de Ricard, après plusieurs années d'hégémonie pourtant dans ce classement pour le pastis. Alors en dehors des boissons, c'est le pot de Nutella qui s'est le mieux vendu, suivi par les Ferrero Rocher et le fromage Caprice des Dieux. Premier produit non alimentaire à apparaître dans le classement hors boisson, la litière pour chat, Katsan, puis le papier toilette Lotus Confort. Suivent, bon appétit, la salade de pâtes Manhattan de Sodebo. Pour autant, toutes catégories confondues, les liquides dominent largement. Outre la cristalline et le Ricard, dans le top 10, on trouve le Coca-Cola, Heineken, Desperado, Red Bull, Volvic ou encore le whisky William Peel. Eh ben, dites-moi, 12h09, quel programme. Je suis pas sûr de tout aimer, là. Il est 12h09, merci d'être avec nous, 12h09. Allez, dans un instant, nous recevons notre hacker, Florent Curté, mémoire d'un cyberpirate repenti, hack-moi si tu peux, aux éditions du Cherche Midi, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h13, hack-moi si tu peux, mémoire d'un cyberpirate repenti, Florent Curté, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, c'est le titre de votre livre, publié au Cherche Midi, Hack-moi si tu peux. Alors j'ai regardé votre vie, elle est incroyable, votre vie. J'ai ouvert, tiens, je me suis amusé, j'ai ouvert par hasard à la page 73, je lis, à 16 ans, certaines semaines, je gagnais jusqu'à 100 000 euros en 15 minutes. Mais comment faisiez-vous pour gagner jusqu'à 100 000 euros en 15 minutes ? Parce qu'à l'époque, on revient un petit peu dans les années 2000, et la sécurité informatique était un vrai gruyère. En fait, le web était un vrai gruyère. Il l'est encore un petit peu, mais c'était vraiment un vrai gruyère. Et les sécurités sur les sites marchands étaient inexistantes. Donc, alors comment faisiez-vous ?
Donc, comment est-ce que je faisais? Je faisais des attaques informatiques en essayant d'attaquer le site en question, un site en question, et pour dérober la base de données. Et une fois que vous aviez en main la base de données, vous faisiez quoi? En fait, à l'époque, les marchands n'étaient pas tenus de ne pas avoir connaissance des... comment dirais-je? À l'époque, dans la base de données, il y avait les numéros de carte bleue en clair. C'est-à-dire qu'un marchand avait tout. C'est-à-dire que vous clients. aviez, comme ça, vous piquiez, vous voliez les numéros des comptes des clients, quoi. Oui, lorsque j'étais enfant, absolument. Oui. Vous aviez 16 ans, quoi. Même avant? Un petit peu avant, ouais. Même avant. J'ai commencé à 12 ans. Ouais. À 12 ans. C'est-à-dire qu'à 12 ans, attendez, parce que là, quand même, vous aviez les numéros de compte des clients, des grands, je sais pas moi, des grandes marques, quoi. J'avais effectivement, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est Et à partir de là, vous faisiez quoi avec ces numéros de compte? Alors, on revient donc à une époque où j'étais enfant, donc j'achetais des pièces d'or dans les jeux vidéo, j'achetais des équipements. Puis après, l'âge grandissant, je me suis un peu plus intéressé au paraître dont on peut avoir besoin au collège ou au lycée. Et donc, ça a été un petit peu plutôt au niveau des fringues, au niveau des sorties. Oui, ça vous coûtait rien, puisque vous achetiez ça à travers le compte du client, quoi, à travers le compte d'un inconnu. Bon. Et oui, ça, bon. Vous avez commencé à 5 ans, hein? Ordinateur, premier ordinateur. J'étais pas un hacker à 5 ans. Hein. Non, mais ça, vous n'étiez pas hacker à 5 ans. Mais non, mais c'est important. Pianoteur à 5 ans. À 7 ans, vous craquiez déjà des mots de passe, quoi. Oui, mais comme aussi beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est que les parents mettent souvent des sortes de petits pare-feux, donc un cadenas ou un mot de passe sur l'ordinateur. Et oui, le premier mot de passe que j'ai craqué était celui de l'ordinateur familial. Oui, bon, d'accord. Et à 12 ans, vous piratiez donc des cartes téléphoniques, hein, aussi, oui. Oui, j'avais pas besoin. En fait, je pense que je voulais pouvoir téléphoner tranquillement, puisqu'à l'époque, il y avait un téléphone familial au milieu du salon, et je voulais pouvoir parler à mes copains ou mes copines dans la plus grande des discrétions. Donc, je me suis dit vos parents se sont rendus compte très vite de cette... à la fois, vous étiez accro à l'ordinateur, mais en même temps de ce talent, parce que vous aviez un vrai talent. Ils ont bien sûr, je pense, eu cette clarté d'esprit de tendance un petit peu précoce. Bien sûr, oui. Très précoce, oui. Et donc, à 16 ans, vous vous êtes mis finalement à devenir un brigand du net. Je dirais un voleur du net. Voleur du net, oui. Un hacker, et vous êtes entré dans la cybercriminalité. Je dirais plutôt la cyberdélinquance. La cyberdélinquance, oui, c'est parce que c'est pas... Oui, j'étais gamin. Oui, vous étiez gamin. Jusqu'à quand vous avez pratiqué cette cyberdélinquance? Globalement, je me suis fait arrêter à 18 ans. Je pense que, je ne dis pas que c'est un complot, mais ça a arrangé aussi peut-être de m'arrêter plutôt à 18 ans qu'avant. Oui, je comprends. Vous vous êtes fait arrêter à 18 ans. Est-ce que vous avez fait chanter des entreprises? Non, jamais de la vie. Jamais. Non, et vous parliez tout à l'heure de victimes que j'ai pu dérober. Ça n'excuse rien, et ça n'excuse pas le méfait, mais on parle de gros porteurs texans avec des cartes qui ont des plafonds extraordinaires. Ah d'accord. Je ne dis pas que c'est... Vous choisissiez vos victimes? Bah oui, un petit peu. Je n'allais pas prendre le petit porteur de la caisse d'épargne. Oui. Vous alliez dérober l'argent à quelqu'un qui s'en apercevait même pas, quoi. Ça restait que du virtuel. À la limite. Hein? Ça restait que du virtuel. C'était des chiffres. Enfin, c'était des chiffres. Oui, enfin, du virtuel, oui, c'était des chiffres. Bien sûr. Mais comment... Mais comment saviez-vous que c'était un Texan qui... Parce qu'en fait, dans l'algorithme de création d'un numéro de carte bleue, vous pouvez savoir le type de carte et la banque qui est associée. Aujourd'hui, avec ma carte bleue, je risque comme ça d'être hacké, d'être volé, d'être... Aujourd'hui, il y a une maturité qui s'est installée et c'est quand même plus difficile. Ce que j'avais fait en 2007 est impossible aujourd'hui. C'est impossible. J'avais besoin d'avoir un SMS de confirmation. C'est vrai, oui. C'est vrai. Voilà. Si la personne achète une baguette à New York et qu'on fait des emplettes aux Champs-Élysées 3 secondes plus tard, il y a un problème. Il y a un problème, oui. Il y a un problème. Donc vous avez fait ça pendant longtemps, vous avez gagné beaucoup d'argent? Non, parce que je n'étais pas dans l'amoncellement. Je n'étais pas dans l'enrichissement. J'étais dans l'adrénaline. Vous dépensiez? Oui. Vous étiez dans l'adrénaline? Oui, et je pense que... Enfin, je savais très bien que ce n'était pas une solution d'avenir. Ouais.
C'est ce que vous racontez dans votre livre. C'est pour ça que vous racontez votre vie, en fait. Hein. Cette vie, une forme d'errance informatique. Quoi, hein. Oui, ça a été ça, votre vie. Alors, jusqu'au moment où vous êtes arrêté, vous êtes emprisonné. Combien de temps? Quelques semaines. Quelques semaines. Vous avez été jugé? Oui. Condamné? Oui. C'est pour ça que je suis réhabilité. Mon casier judiciaire est vierge. Oui. Et un jour, vous vous êtes dit, maintenant, il faut que j'arrête, je fais autre chose. J'entre dans la cybersécurité. Moi, je vais vous dire... Je mets mes talents au service de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Je vous dis ça parce que vous avez créé NeoCyber. NeoCyber, voilà. Mais le trigger... NeoCyber, pardon. Le trigger, le déclencheur, ça a été mon arrestation. Parce que les personnes qui sont venues m'arrêter, c'était pas des grosses marmules. Non, c'était devant le crayon, d'ailleurs. Non, ça c'est une autre. Ça c'est une autre affaire. Bon, d'accord. En 2007, c'était des geeks qui m'ont arrêté, si vous voulez. C'était des mecs qui avaient 15 ans de plus que moi et qui étaient autant passionnés que moi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, faisant un métier, ça existe. En fait, on peut faire le métier de hacker éthique. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes hacker éthique. Oui. Et j'imagine que vous travaillez, alors aussi NeoCyber. Vous travaillez pour des États? Je collabore avec certains services discrets. Services secrets? Peut-être. Peut-être. Vous n'allez pas me dire, oui, mais sûrement. Peut-être. Le peut-être, c'est toujours sûrement. Vous savez, ça, c'est comme les responsables politiques qui me disent toujours peut-être. Je pense que vous êtes très fort là-dessus. Oui, je suis très fort là-dessus. Quand on me dit peut-être, on me dit oui. Vous savez, ça, c'était... Bon, vous travaillez, mais c'est normal, vous travaillez, vous aidez. Aujourd'hui, je ne travaille pas, j'aide. Voilà. Mais non, mais c'est pour ça que je le dis. Hein. Est-ce que les hackers, aujourd'hui, ont toujours un coup d'avance? Oui. C'est-à-dire un coup d'avance? Moi, je prends comme exemple l'IA, qui est une chose dont... L'intelligence artificielle, je ne suis absolument pas expert, mais on voit que c'est de plus en plus employé pour créer des virus qui sont de plus en plus intelligents, malins, et qui se répandent dans les systèmes d'information. Et je pense que ça va aller en s'aggravant. Alors, malheureusement... Ah bon? Voilà, il faut évidemment mettre de l'éthique là-dedans, mais quand on voit que plusieurs personnes qui ont été cofondateurs de ChatGPT ou d'autres modèles d'intelligence artificielle sont sortis du projet parce que ça les échappait, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter? Je pense. Avec le développement de l'intelligence artificielle. Ouais. Et, moi aussi, je m'inquiète. Hein. Je vous le dis tout de suite. On est deux, alors. On est deux, oui. Il y a toujours finalement un hacker tapis dans l'ombre. Oui. Qui rôde. Oui, et qui peut nous voler qui peut entrer dans notre téléphone, dans notre voiture, dans notre maison, dans tout, quoi. Oui. Dès qu'on a un appareil informatique, on est à la merci. Bien sûr, un frigo peut vous connecter, parce qu'il y a des frigos connectés maintenant, peut être une source de primo-infection pour un virus. Pour un virus. Et à partir de là, on peut être volé. Oui. Quel conseil donnez-vous à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont souvent sur leur ordinateur ou sur quel conseil? C'est basico-basique, mais si on vous dit de mettre, si on vous met une petite alerte en disant mettez à jour, etc., faut pas dire non. Pas de mise à jour. Mais si, il faut les faire. Très vite, tout de suite. Même si ça prend 20 minutes et ça vous met un retard de 20 minutes dans votre travail ou dans votre réunion. Il faut les mettre à jour? Bien sûr, parce que les mises à jour aujourd'hui, c'est plus pour optimiser le logiciel. C'est en général parce qu'il y a eu des failles qui ont été détectées et qu'il faut colmater. D'accord. Mettre à jour. Et moi, ce que je dis souvent à certains clients, c'est l'ordinateur perso à la maison, l'ordinateur pro au boulot. Et on ne mélange pas les deux. Avec le Covid, il y a eu des explosions d'attaques. Parce que les gens ne savaient plus trop où bosser, comment bosser. Ah oui, évidemment. Et surtout, attention aux mots de code et tout ça. Hein. Cela dit, un vrai hacker, le mot de code, il est très vite déchiffré, non? Ça dépend de la taille. Ah, ça dépend de la taille. Oui, si c'est Toto 1, 2, 3, c'est... Quels sont les meilleurs hackers du monde? Est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement forts dans le hacking? Israël. Israël, oui. Ah oui. C'est là où ils sont les plus forts. Oui, ils sont forts quand même. La Russie est très, très, très performante. La CIA, les États-Unis sont excellemment forts aussi, mais oui, Israël a une longueur d'avance sur ce qu'on appelle le renseignement, l'espionnage. Oui, parce que maintenant, l'espionnage, c'est ça. Hein. Oui, les renseignements... Les renseignements, c'est cyber, si je peux dire. C'est du cyber-renseignement, hein, évidemment. Dans la guerre, d'ailleurs, on le voit, dans la guerre Ukraine-Russie, Russie-Ukraine, on voit le rôle important joué par les hackers. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de données qui ont été dérobées,
On pense à, je crois que c'est le Department of Defense, le ministère des Armées américain, qui a été dérobé de plusieurs données sensibles sur la guerre russo-ukrainienne. Vous passiez combien de temps sur votre ordinateur à l'époque, quand vous aviez 13, 14, 15 ans? Beaucoup trop de temps. Oui, non, ça c'est sûr. Certains jouaient au foot et moi je passais mes journées, mes soirées, mes nuits devant l'ordi, derrière le clavier. Vous racontez tout ça. Dites-moi, vous regrettez? Je regrette infiniment par rapport à ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à transformer cette expérience négative en quelque chose de positif. Quelque chose de positif, oui. C'est pour ça aussi que j'ai écrit le bouquin, c'est clore ce chapitre. Ça vous a mis en danger? Je ne parle pas de danger de la prison. Est-ce que ça vous a mis en danger physique, ou est-ce que ça vous a mis en danger psychique? Je n'étais pas à l'époque, voilà, j'étais enfant, j'étais un petit peu débilos. Je pense pas, ou alors je l'ai pas mesuré. Mais oui, parce que finalement, lors de l'arrestation, c'était quand même un vaste coup de filet avec des personnes qui avaient des méthodes mafieuses. Et peut-être que oui, en prenant du recul, peut-être que oui. Peut-être que oui. Vous êtes fait des ennemis, évidemment, à l'époque. Hein? Oui. Bah oui, j'imagine. Il y a le seul qui n'était pas en prison pendant qu'il purgeait, donc oui. Oui, évidemment, évidemment. C'est passionnant. Je vous le dis tout de suite, c'est passionnant, votre vie est passionnante. Vous avez cofondé l'ONG Hackers sans frontières. Hein. Oui. Aussi, c'est important. Hein. Et ben, si des gens nous écoutent et sont motivés pour nous rejoindre, on a besoin de tout le monde. Parce on a beaucoup de demandes, beaucoup de particuliers qui sont victimes d'escroqueries, beaucoup d'enfants qui sont victimes de chantage aux photos nues. Vous savez, oui, oui, le revenge porn. Oui. Exactement. Et c'est quelque chose, malheureusement, on a de plus en plus de demandes là-dessus, et on manque de bras, de mains pour pouvoir les aider dans l'accompagnement, pour résoudre ce genre de problème. Oui, vous portez assistance aux victimes de cyberharcèlement, hein, et aux établissements de santé, par exemple, victimes de cyberattaques. Il y en a de plus en plus. Oui, mais je pense que la France a un petit peu mûri par rapport à ce qui s'était passé il y a quelques mois. Et aujourd'hui, il y a vraiment des protocoles, il y a de l'argent qui a été injecté dans le système hospitalier pour défendre de manière... La France se défend bien contre les cyberattaques? Oui, pas plus qu'une autre nation, en tout cas occidentale. Mais aussi bien. Oui, on a des très bons ingénieurs. On a de très bons ingénieurs aujourd'hui qui sont... Eh bien, je vous remercie. Merci, M. Bourdin. Je peux vous dire que c'est... Vous aviez un peu peur, non? Vous n'aviez pas un peu peur en venant ici? Vous êtes une personne qui avait un certain bagou et un répondant très, très rapide. Bon, mais dans tous les cas, c'est très bien, Florent Curté. Et je conseille de lire votre livre parce que on a besoin d'être éclairé. Moi, je suis nul en informatique, je vous le dis tout de suite, mais on a besoin d'être éclairé quand même. Merci beaucoup. Hein. Merci à Florent Curté. Hack-moi, si tu peux, au Cherche Midi. Il est 12h27. C'est Philippe David maintenant.